20 ans après, partie 19, chapitre 69, Whitehall. Le Parlement condamna Charles Stuart à mort, comme il était facile de le prévoir. Les jugements politiques sont toujours de vaines formalités, car les mêmes passions qui font accuser font condamner aussi. Telle est la terrible logique des révolutions. Quoique nos amis s'attendissent à cette condamnation, elle les remplit de douleur. D'Artagnan, dont l'esprit n'avait jamais plus de ressources que dans les moments extrêmes, jura de nouveau qu'il tenterait tout au monde pour empêcher le dénouement de la sanglante tragédie. Mais par quels moyens ? C'est ce qu'il n'entrevoyait que vaguement encore. Tout dépendrait de la nature des circonstances. En attendant qu'un plan complet pût être arrêté, il fallait à tout prix, pour gagner du temps, mettre obstacle à ce que l'exécution eût lieu le lendemain, ainsi que les juges en avaient décidé. Le seul moyen, c'était de faire disparaître le bourreau de Londres. Le bourreau disparu, la sentence ne pourrait être exécutée. Sans doute on enverrait chercher celui de la ville la plus voisine de Londres, mais cela faisait gagner au moins un jour, et un jour en pareil cas, c'est le salut peut-être. D'Artagnan se chargea de cette tâche plus que difficile. Une chose non moins essentielle, c'était de prévenir Charles Stuart qu'on allait tenter de le sauver, afin qu'il secondât autant que possible ses défenseurs, ou que du moins il ne fit rien qui pût contrarier leurs efforts. Aramis se chargea de ce soin périlleux. Charles Stuart avait demandé qu'il fût permis à l'évêque Juxon de le visiter dans sa prison de Whitehall. Mordaunt était venu chez l'évêque ce soir-là même pour lui faire connaître le désir religieux exprimé par le roi, ainsi que l'autorisation de Cromwell. Aramis résolut d'obtenir de l'évêque, soit par la terreur, soit par la persuasion, qu'il le laissât pénétrer à sa place et revêtu de ses insignes sacerdotaux, dans le palais de Whitehall. Enfin, Athos se chargea de préparer, à tout événement, les moyens de quitter l'Angleterre en cas d'insuccès comme en cas de réussite. La nuit étant venue, on se donna rendez-vous à l'hôtel à 11 heures, et chacun se mit en route pour exécuter sa dangereuse mission. Le palais de Whitehall était gardé par 3 régiments de cavalerie et surtout par les inquiétudes incessantes de Cromwell, qui allait, venait, envoyait ses généraux ou ses agents. Seul et dans sa chambre habituelle, éclairé par la lueur de 2 bougies, le monarque condamné à mort regardait tristement le luxe de sa grandeur passée, comme on voit à la dernière heure l'image de la vie plus brillante et plus suave que jamais. Paris n'avait point quitté son maître, et depuis sa condamnation n'avait point cessé de pleurer. Charles Stuart, accoudé sur une table, regardait un médaillon sur lequel étaient, près l'un de l'autre, les portraits de sa femme et de sa fille. Il attendait d'abord Juxon, puis, après Juxon, le martyr. Quelquefois, sa pensée s'arrêtait sur ces braves gentilshommes français qui, déjà, lui paraissaient éloignés de son lieu, fabuleux, chimériques, et pareils à ces figures que l'on voit en rêve et qui disparaissent au réveil. C'est qu'en effet, parfois, Charles se demandait si tout ce qui venait de lui arriver n'était pas un rêve ou tout au moins le délire de la fièvre. À cette pensée, il se levait, faisait quelques pas comme pour sortir de sa torpeur, allait jusqu'à la fenêtre. Mais aussitôt, au-dessous de la fenêtre, il voyait reluire les mousquets des gardes. Alors, il était forcé de s'avouer qu'il était bien réveillé et que son rêve sanglant était bien réel. Charles revenait silencieux à son fauteuil, s'accoudait de nouveau à la table, laissait retomber sa tête sur sa main et songeait. « Hélas !» disait-il en lui-même, « si j'avais au moins pour confesseur une de ces lumières de l'Église dont l'âme a sondé tous les mystères de la vie, toutes les petitesses de la grandeur, peut-être sa voix étoufferait-elle la voix qui se lamente dans mon âme. Mais j'aurais un prêtre à l'esprit vulgaire dont j'ai brisé par mon malheur la carrière et la fortune. Il me parlera de Dieu et de la mort comme il en a parlé à d'autres mourants,
sans comprendre que ce mourant royal laisse un trône à l'usurpateur quand ses enfants n'ont plus de pain. Puis, approchant le portrait de ses lèvres, il murmurait tour à tour, et l'un après l'autre, le nom de chacun de ses enfants. Il faisait, comme nous l'avons dit, une nuit brumeuse et sombre. L'heure sonnait lentement à l'horloge de l'église voisine. Les pâles clartés des 2 bougies semaient dans cette grande et haute chambre des fantômes éclairés d'étranges reflets. Ces fantômes, c'étaient les aïeux du roi Charles, qui se détachaient de leur cadre d'or. Ces reflets, c'étaient les dernières lueurs bleuâtres et miroitantes d'un feu de charbon qui s'éteignait. Une immense tristesse s'empara de Charles. Il ensevelit son front entre ses 2 mains, songea au monde si beau lorsqu'on le quitte, ou plutôt lorsqu'il nous quitte, aux caresses des enfants si suaves et si douces, surtout quand on est séparé de ses enfants pour ne plus les revoir. Puis à sa femme, noble et courageuse créature qu'il avait soutenue jusqu'au dernier moment. Il tira de sa poitrine la croix de diamant et la plaque de la jarretière qu'elle lui avait envoyée par ses généreux Français, et les baisa. Puis, songeant qu'elle ne reverrait ces objets que lorsqu'il serait couché froid et mutilé dans une tombe, il sentit passer en lui un de ces frissons glacés que la mort nous jette comme son premier manteau. Alors, dans cette chambre qui lui rappelait tant de souvenirs royaux, où avaient passé tant de courtisans et tant de flatteries, seul avec un serviteur désolé dont l'âme faible ne pouvait soutenir son âme, le roi laissa tomber son courage au niveau de cette faiblesse, de ces ténèbres, de ce froid d'hiver. Et, le dira-t-on, ce roi qui mourut si grand, si sublime, avec le sourire de la résignation sur les lèvres, essuya dans l'ombre une larme qui était tombée sur la table et qui tremblait sur le tapis brodé d'or. Soudain, on entendit des pas dans les corridors. La porte s'ouvrit, des torches emplirent la chambre d'une lumière fumeuse, et un ecclésiastique, revêtu des habits épiscopaux, entra suivi de 2 gardes auxquels Charles fit de la main un geste impérieux. Ces 2 gardes se retirèrent. La chambre rentra dans son obscurité. « Jackson !» s'écria Charles. « Jackson !»« Merci, mon dernier ami. Vous arrivez à propos. » L'évêque jeta un regard oblique et inquiet sur cet homme qui sanglotait dans l'angle du foyer. « Allons, Paris, dit le roi, ne pleure plus. Voici Dieu qui vient à nous. »« Si c'est Paris, dit l'évêque, je n'ai plus rien à craindre. Mais, sire, permettez-moi de saluer votre majesté et de lui dire qui je suis et pour quelle chose je viens. » À cette vue, à cette voix, Charles allait s'écrier sans doute, mais Aramis mit un doigt sur ses lèvres et salua profondément le roi d'Angleterre. « Le chevalier, murmura Charles. « Oui, sire, interrompit Aramis en élevant la voix, oui, l'évêque Jackson, fidèle chevalier du Christ et qui se rend au vœu de votre majesté. » Charles joignit les mains. Il avait reconnu d'Herblay. Il restait stupéfait, anéanti, devant ces hommes qui, étrangers, sans aucun mobile qu'un devoir imposé par leur propre conscience, luttaient ainsi contre la volonté d'un peuple et contre la destinée d'un roi. « Vous, dit-il, vous. Comment êtes-vous parvenu jusqu'ici ? Mon Dieu, s'il vous reconnaissait, vous seriez perdu. » Paris était debout. Toute sa personne exprimait le sentiment d'une naïve et profonde admiration. « Ne songez pas à moi, sire, dit Aramis, en recommandant toujours du geste le silence au roi. Ne songez qu'à vous. Vos amis veillent, vous le voyez. Ce que nous ferons, je ne sais pas encore, mais 4 hommes déterminés peuvent faire beaucoup. En attendant, ne fermez pas l'œil de la nuit, ne vous étonnez de rien et attendez-vous à tout. » Charles secoua la tête. « Ami, dit-il, savez-vous que vous n'avez pas de temps à perdre et que si vous voulez agir, il faut vous presser ? Savez-vous que c'est demain à 10 heures que je dois mourir ? Sire,
Quelque chose se passera d'ici là qui rendra l'exécution impossible. » Le roi regarda Aramis avec étonnement. En ce moment même, il se fit, au-dessous de la fenêtre du roi, un bruit étrange et comme ferait celui d'une charrette de bois qu'on décharge. « Entendez-vous » dit le roi. Ce bruit fut suivi d'un cri de douleur. « J'écoute, » dit Aramis, « mais je ne comprends pas quel est ce bruit, et surtout ce cri. »« Ce cri, j'ignore qui a pu le pousser, » dit le roi, « mais ce bruit, je vais vous en rendre compte. Savez-vous que je dois être exécuté en dehors de cette fenêtre ?» ajouta Charles en étendant la main vers la place sombre et déserte, peuplée seulement de soldats et de sentinelles. « Oui, sire, » dit Aramis, « je le sais. Eh bien, ces bois qu'on apporte sont les poutres et les charpentes avec lesquelles on va construire mon échafaud. Quelque ouvrier se sera blessé en les déchargeant. » Aramis frissonna malgré lui. « Vous voyez bien, » dit Charles, « qu'il est inutile que vous vous obstiniez davantage. Je suis condamné. Laissez-moi subir mon sort. »« Sire, » dit Aramis en reprenant sa tranquillité un instant troublée, « ils peuvent bien dresser un échafaud, mais ils ne pourront pas trouver un exécuteur. »« Que voulez-vous dire ?» demanda le roi. « Je veux dire qu'à cette heure, sire, le bourreau est enlevé ou séduit. Demain, l'échafaud sera prêt, mais le bourreau manquera. On remettra alors l'exécution à après-demain. »« Eh bien, » dit le roi. « Eh bien, » dit Aramis, « demain, dans la nuit, nous vous enlevons. »« Comment cela ?» s'écria le roi, dont le visage s'illumina malgré lui d'un éclair de joie. « Oh, monsieur, » murmura Paris, les mains jointes, « soyez bénis, vous et les vôtres. »« Comment cela ?» répéta le roi. « Il faut que je le sache, afin que je vous seconde s'il en est besoin. »« Je n'en sais rien, sire, » dit Aramis, « mais le plus adroit, le plus brave, le plus dévoué de nous quatre m'a dit en me quittant : « Chevalier, dites au roi que demain à 10 heures du soir, nous l'enlevons. Puisqu'il l'a dit, il le fera. »« Dites-moi le nom de ce généreux ami, » dit le roi, « pour que je lui en garde une reconnaissance éternelle, qu'il réussisse ou non. »« D'Artagnan, sire, le même qui a failli vous sauver quand le colonel Harrison est entré si mal à propos. »« Vous êtes en vérité des hommes merveilleux, » dit le roi, « et l'on m'eût raconté de pareilles choses que je ne les eusse pas crues. »« Maintenant, sire, » reprit Aramis, « écoutez-moi. N'oubliez pas un seul instant que nous veillons pour votre salut. Le moindre geste, le moindre chant, le moindre signe de ceux qui s'approcheront de vous, épiez tout, écoutez tout, commentez tout. »« Oh, chevalier !» s'écria le roi, « que puis-je vous dire ? Aucune parole, vint-elle du plus profond de mon cœur, n'exprimerait ma reconnaissance. Si vous réussissez, je ne vous dirai pas que vous sauvez un roi. Non, vu de l'échafaud comme je la vois, la royauté, je vous le jure, est bien peu de chose. Mais vous conserverez un mari à sa femme, un père à ses enfants. Chevalier, touchez ma main. C'est celle d'un ami qui vous aimera jusqu'au dernier soupir. » Aramis voulut baiser la main du roi, mais le roi saisit la sienne et l'appuya contre son cœur. En ce moment, un homme entra sans même frapper à la porte. Aramis voulut retirer sa main, le roi la retint. Celui qui entrait était un de ces puritains demi-prêtres, demi-soldats, comme il en pullulait près de Cromwell. « Que voulez-vous, monsieur ?» lui dit le roi. « Je désire savoir si la confession de Charles Stuart est terminée, » dit le nouveau venu. « Que vous importe, » dit le roi, « nous ne sommes pas de la même religion. »« Tous les hommes sont frères, » dit le puritain. « Un de mes frères va mourir, et je viens l'exhorter à la mort. »« Assez, » dit Paris, « le roi n'a que faire de vos exhortations. »« Sire, » dit tout bas Aramis, « ménagez-le, c'est sans doute quelque espion. »« Après le révérend docteur évêque, » dit le roi. « Je vous entendrai avec plaisir, monsieur. » L'homme au regard louche se retira,
non sans avoir observé Juxon avec une attention qui n'échappa point au roi. « Chevalier, dit-il quand la porte fut refermée, je crois que vous aviez raison, et que cet homme est venu ici avec des intentions mauvaises. Prenez garde en vous retirant qu'il ne vous arrive malheur. »« Sire, dit Aramis, je remercie votre majesté, mais qu'elle se tranquillise. Sous cette robe, j'ai une cotte de mailles et un poignard. Allez donc, monsieur, et que Dieu vous ait dans sa sainte garde, comme je disais du temps que j'étais roi. » Aramis sortit. Charles le reconduisit jusqu'au seuil. Aramis lança sa bénédiction, qui fit incliner les gardes, passa majestueusement à travers les antichambres pleines de soldats, remonta dans son carrosse, où le suivirent ses 2 gardiens, et se fit ramener à l'évêché, où ils le quittèrent. Juxon attendait avec anxiété. « Eh bien, dit-il en apercevant Aramis. « Eh bien, dit celui-ci, tout a réussi selon mes souhaits. Espions, gardes, satellites m'ont pris pour vous, et le roi vous bénit en attendant que vous le bénissiez. Dieu vous protège, mon fils, car votre exemple m'a donné à la fois espoir et courage. » Aramis reprit ses habits et son manteau, et sortit en prévenant Juxon qu'il aurait encore une fois recours à lui. À peine eut-il fait 10 pas dans la rue qu'il s'aperçut qu'il était suivi par un homme enveloppé dans un grand manteau. Il mit la main sur son poignard et s'arrêta. L'homme vint droit à lui. C'était Porthos. « Ce cher ami, dit Aramis en lui tendant la main. « Vous le voyez, mon cher, dit Porthos, chacun de nous avait sa mission. La mienne était de vous garder, et je vous gardais. Avez-vous vu le roi ? Oui, et tout va bien. Maintenant, nos amis, où sont-ils ? Nous avons rendez-vous à 11h à l'hôtel. Il n'y a pas de temps à perdre, alors, dit Aramis. En effet, 10h30 sonnaient à l'église Saint-Paul. Cependant, comme les 2 amis firent diligence, ils arrivèrent les premiers. Après eux, Athos entra. « Tout va bien, dit-il, avant que ses amis eussent eu le temps de l'interroger. « Qu'avez-vous fait ? dit Aramis. « J'ai loué une petite felouque, étroite comme une pirogue, légère comme une hirondelle. Elle nous attend à Greenwich, en face de l'île des Chiens. Elle est montée d'un patron et de 4 hommes qui, moyennant 50 livres sterling, se tiendront tout à notre disposition 3 nuits de suite. Une fois à bord avec le roi, nous profitons de la marée, nous descendons la Tamise et en 2 heures nous sommes en pleine mer. Alors, en vrais pirates, nous suivons les côtes, nous nichons sur les falaises ou, si la mer est libre, nous mettons le cap sur Boulogne. Si j'étais tué, le patron se nomme le capitaine Roger et la felouque l'Éclair. Avec ces renseignements, vous les retrouverez l'un et l'autre. Un mouchoir noué aux 4 coins est le signe de reconnaissance. » Un instant après, D'Artagnan rentra à son tour. « Videz vos poches, dit-il, jusqu'à concurrence de 100 livres sterling, car, quant aux miennes... » Et D'Artagnan retourna ses poches absolument vides. La somme fut faite à la seconde. D'Artagnan sortit et rentra un instant après. « Là, dit-il, c'est fini. Ouf, ce n'est pas sans peine. »« Le bourreau a quitté Londres ? demanda Athos. « Ah bien oui, ce n'était pas assez sûr, cela. Il pouvait sortir par une porte et rentrer par l'autre. »« Et où est-il ? demanda Athos. « Dans la cave. »« Dans quelle cave ? Dans la cave de notre hôte ? Mousqueton est assis sur le seuil, et voici la clé. »« Bravo, dit Aramis. Mais comment avez-vous décidé cet homme à disparaître ? » ?»« Comme on décide tout en ce monde, avec de l'argent. Cela m'a coûté cher, mais il y a consenti. »« Et combien cela vous a-t-il coûté, ami ? dit Athos, car, vous le comprenez, maintenant que nous ne sommes plus tout à fait de pauvres mousquetaires sans feu ni lieu, toutes dépenses doivent être communes. »« Cela m'a coûté 12 000 livres, dit D'Artagnan. »« Et où les avez-vous trouvées ? demanda Athos. « Possédiez-vous donc cette somme ? » ?»« Et le fameux diamant de la reine, dit D'Artagnan avec un soupir. »« Ah, c'est vrai, dit Aramis, je l'avais reconnu à votre doigt. »« Vous l'avez donc racheté à monsieur des Essarts ? demanda Porthos. « Eh, mon Dieu, oui, dit D'Artagnan, mais il est écrit là-haut que je ne pourrai pas le garder. Que voulez-vous ? Les diamants, à ce qu'il faut croire,
ont leurs sympathies et leurs antipathies, comme les hommes. Il paraît que celui-là me déteste. Mais, dit Athos, voilà qui va bien pour le bourreau. Malheureusement, tout bourreau a son aide, son valet, que sais-je moi. Aussi celui-là avait-il le sien, mais nous jouons de bonne heure. Comment cela? Au moment où je croyais que j'allais avoir une seconde affaire à traiter, on a rapporté mon gaillard avec une cuisse cassée. Par excès de zèle, il a accompagné jusque sous les fenêtres du roi la charrette qui portait les poutres et les charpentes. Une de ces poutres lui est tombée sur la jambe et la lui a brisée. « Ah !» dit Aramis, « c'est donc lui qui a poussé le cri que j'ai entendu de la chambre du roi ?»« C'est probable, » dit d'Artagnan, « mais comme c'est un homme bien pensant, il a promis, en se retirant, d'envoyer en son lieu et place 4 ouvriers experts et habiles pour aider ceux qui sont déjà à la besogne. Et en rentrant chez son patron, tout blessé qu'il était, il a écrit à l'instant même à maître Tom Law, garçon charpentier de ses amis, de se rendre à Whitehall pour accomplir sa promesse. Voici la lettre qu'il envoyait par un express qui devait la porter pour 10 pence et qui me l'a vendue 1 louis. « Et que diable voulez-vous faire de cette lettre ?» demanda Athos. « Vous ne devinez pas ?» dit d'Artagnan avec ses yeux brillants d'intelligence. « Non, sur mon âme. »« Eh bien, mon cher Athos, vous qui parlez anglais comme John Bull lui-même, vous êtes maître Tom Law, et nous sommes, nous, vos 3 compagnons. Comprenez-vous maintenant ?» Athos poussa un cri de joie et d'admiration, courut à un cabinet, en tira des habits d'ouvrier que revêtirent aussitôt les 4 amis, après quoi ils sortirent de l'hôtel. Athos portant une scie, Porthos une pince, Aramis une hache et d'Artagnan un marteau et des clous. La lettre du valet de l'exécuteur faisait foi près du maître charpentier, que c'était bien eux que l'on attendait. Chapitre 70. Les ouvriers. Vers le milieu de la nuit, Charles entendit un grand fracas au-dessous de sa fenêtre. C'étaient des coups de marteau et de hache, des morsures de pince et des cris de scie. Comme il s'était jeté tout habillé sur son lit et qu'il commençait à s'endormir, ce bruit l'éveilla en sursaut. Et comme, outre son retentissement matériel, ce bruit avait un écho moral et terrible dans son âme, les pensées affreuses de la veille vinrent l'assaillir de nouveau. Seul en face des ténèbres et de l'isolement, il n'eut pas la force de soutenir cette nouvelle torture, qui n'était pas dans le programme de son supplice. Et il envoya Paris dire à la sentinelle de prier les ouvriers de frapper moins fort et d'avoir pitié du dernier sommeil de celui qui avait été leur roi. La sentinelle ne voulut point quitter son poste, mais laissa passer Paris. Arrivé près de la fenêtre, après avoir fait le tour du palais, Paris aperçut de plein pied avec le balcon, dont on avait descellé la grille, un large échafaud inachevé, mais sur lequel on commençait à clouer une tenture de serge noire. Cet échafaud, élevé à la hauteur de la fenêtre, c'est-à-dire à près de 20 pieds, avait 2 étages inférieurs. Paris, si odieuse que lui fût cette vue, chercha parmi 8 ou 10 ouvriers qui bâtissaient la sombre machine ceux dont le bruit devait être le plus fatigant pour le roi, et sur le second plancher, il aperçut 2 hommes qui descellaient à l'aide d'une pince les dernières fiches du balcon de fer. L'un d'eux, véritable colosse, faisait l'office du bélier antique chargé de renverser les murailles. À chaque coup de son instrument, la pierre volait en éclats. L'autre, qui se tenait à genoux, tirait à lui les pierres ébranlées. Il était évident que c'était cela qui faisait le bruit dont se plaignait le roi. Paris monta à l'échelle et vint à eux. « Mes amis, dit-il, voulez-vous travailler un peu plus doucement, je vous prie. Le roi dort et il a besoin de sommeil. » L'homme qui frappait avec sa pince arrêta son mouvement et se tourna à demi. Mais, comme il était debout, Paris ne put voir son visage perdu dans les ténèbres qui s'épaississaient près du plancher. L'homme qui était à genoux se retourna aussi, et comme, plus bas que son compagnon, il avait le visage éclairé par la lanterne, Paris put le voir. Cet homme le regarda fixement et porta un doigt à sa bouche. Paris recula stupéfait. « C'est bien,
C'est bien, dit l'ouvrier en excellent anglais. Retourne dire au roi que s'il dort mal cette nuit-ci, il dormira mieux la nuit prochaine. Ces rudes paroles, qui, en les prenant au pied de la lettre, avaient un sens si terrible, furent accueillies des ouvriers qui travaillaient sur les côtés et à l'étage inférieur avec une explosion d'affreuse joie. Paris se retira, croyant qu'il faisait un rêve. Charles l'attendait avec impatience. Au moment où il rentra, la sentinelle qui veillait à la porte passa curieusement sa tête par l'ouverture pour voir ce que faisait le roi. Le roi était accoudé sur son lit. Paris ferma la porte et, allant au roi, le visage rayonnant de joie, « Sire, dit-il à voix basse, savez-vous quels sont ces ouvriers qui font tant de bruit ?»« Non, dit Charles, en secouant mélancoliquement la tête. Comment veux-tu que je sache cela ? Est-ce que je connais ces hommes ? Sire, dit Paris plus bas encore, et en se penchant vers le lit de son maître. Sire, c'est le comte de la Fère et son compagnon. Qui dresse mon échafaud ? Dit le roi, étonné. Oui, et qui en le dressant font un trou à la muraille. Chut, dit le roi en regardant avec terreur autour de lui. Tu les as vus ? Je leur ai parlé. Le roi joignit les mains et leva les yeux au ciel. Puis, après une courte et fervente prière, il se jeta à bas de son lit et alla à la fenêtre, dont il écarta les rideaux. Les sentinelles du balcon y étaient toujours. Puis, au-delà du balcon, s'étendait une sombre plateforme sur laquelle elles passaient comme des ombres. Charles ne put rien distinguer, mais il sentit sous ses pieds la commotion des coups que frappaient ses amis. Et chacun de ces coups, maintenant, lui répondait au cœur. Paris ne s'était pas trompé, et il avait bien reconnu Athos. C'était lui, en effet, qui, aidé de Porthos, creusait un trou sur lequel devait poser une des charpentes transversales. Ce trou communiquait dans une espèce de tambour pratiqué sous le plancher même de la chambre royale. Une fois dans ce tambour, qui ressemblait à un entresol fort bas, on pouvait, avec une pince et de bonnes épaules, et cela regardait Porthos, faire sauter une lame du parquet. Le roi, alors, se glissait par cette ouverture, regagnait, avec ses sauveurs, un des compartiments de l'échafaud entièrement recouvert de drap noir, s'affublait à son tour d'un habit d'ouvrier qu'on lui avait préparé, et, sans affectation, sans crainte, il descendait avec les 4 compagnons. Les sentinelles, sans soupçon, voyant des ouvriers qui venaient de travailler à l'échafaud, laissaient passer. Comme nous l'avons dit, la felouque était toute prête. Ce plan était large, simple et facile, comme toutes les choses qui naissent d'une résolution hardie. Donc Athos déchirait ses belles mains si blanches et si fines à lever les pierres arrachées de leur base par Porthos. Déjà, il pouvait passer la tête sous les ornements qui décoraient la crédence du balcon. 2 heures encore, il y passerait tout le corps. Avant le jour, le trou serait achevé et disparaîtrait sous les plis d'une tenture intérieure que poserait d'Artagnan. D'Artagnan s'était fait passer pour un ouvrier français et posait les clous avec la régularité du plus habile tapissier. Aramis coupait l'excédent de la serge, qui pendait jusqu'à terre et derrière laquelle se levait la charpente de l'échafaud. Le jour parut au sommet des maisons. Un grand feu de tourbe et de charbon avait aidé les ouvriers à passer cette nuit si froide du 29 au 30 janvier. À tout moment, les plus acharnés à leur ouvrage s'interrompaient pour aller se réchauffer. Athos et Porthos, seuls, n'avaient point quitté leur œuvre. Aussi, aux premières lueurs du matin, le trou était-il achevé. Athos y entra, emportant avec lui les habits destinés au roi, enveloppés dans un coupon de serge noir. Porthos lui passa une pince, et d'Artagnan cloua, luxe bien grand, mais fort utile, une tenture de serge intérieure, derrière laquelle le trou et celui qu'il cachait disparurent. Athos n'avait plus que 2 heures de travail pour pouvoir communiquer avec le roi, et, selon la prévision des 4 amis, ils avaient toute la journée devant eux, puisque, le bourreau manquant, on serait forcé d'aller chercher celui de Bristol. D'Artagnan alla reprendre son habit marron, et Porthos son pourpoint rouge. Quant à Aramis,
il se rendit chez Juxon afin de pénétrer, s'il était possible, avec lui jusqu'auprès du roi. Tous trois avaient rendez-vous à midi sur la place de Whitehall pour voir ce qui s'y passerait. Avant de quitter l'échafaud, Aramis s'était approché de l'ouverture où était caché Athos afin de lui annoncer qu'il allait tâcher de revoir Charles. « Adieu donc, et bon courage, dit Athos. Rapportez au roi où en sont les choses. Dites-lui que, lorsqu'il sera seul, il frappe au parquet, afin que je puisse continuer sûrement ma besogne. Si Paris pouvait m'aider, en détachant d'avance la plaque inférieure de la cheminée, qui sans doute est une dalle de marbre, ce serait autant de fait. Vous, Aramis, tâchez de ne pas quitter le roi. Parlez haut, très haut, car on vous écoutera de la porte. S'il y a une sentinelle dans l'intérieur de l'appartement, tuez-la sans marchander. S'il y en a deux, que Paris en tue une et vous l'autre. S'il y en a trois, faites-vous tuer, mais sauvez le roi. Soyez tranquille, dit Aramis, je prendrai 2 poignards, afin d'en donner un à Paris. Est-ce tout? Oui, allez. Mais recommandez bien au roi de ne pas faire de fausse générosité. Pendant que vous vous battrez, s'il y a un combat, qu'il fuit. La plaque une fois replacée sur sa tête, vous, mort ou vivant, sur cette plaque, on sera 10 minutes au moins à retrouver le trou par lequel il aura fui. Pendant ces 10 minutes, nous aurons fait du chemin et le roi sera sauvé. Il sera fait comme vous le dites, Athos. Votre main, car peut-être ne nous reverrons-nous plus. Athos passa ses bras autour du cou d'Aramis et l'embrassa. Pour vous, dit-il. Maintenant, si je meurs, dites à D'Artagnan que je l'aime comme un enfant et embrassez-le pour moi. Embrassez aussi notre bon et brave Porthos. Adieu. Adieu, dit Aramis. Je suis aussi sûr maintenant que le roi se sauvera, que je suis sûr de tenir et de serrer la plus loyale main qui soit au monde. Aramis quitta Athos, descendit de l'échafaud à son tour et regagna l'hôtel en sifflotant l'air d'une chanson à la louange de Cromwell. Il trouva ses 2 autres amis attablés près d'un bon feu, buvant une bouteille de vin de Porto et dévorant un poulet froid. Porthos mangeait tout en maugréant force injures sur ces infâmes parlementaires. D'Artagnan mangeait en silence, mais en bâtissant dans sa pensée les plans les plus audacieux. Aramis lui conta tout ce qui était convenu. D'Artagnan approuva de la tête et Porthos de la voix. « Bravo !» dit-il. « D'ailleurs, nous serons là au moment de sa fuite. On est très bien cachés sous cet échafaud, et nous pouvons nous y tenir. Entre D'Artagnan, moi, Grimaud et Mousqueton, nous en tuerons bien 8. Je ne parle pas de Blaisois, il n'est bon qu'à garder les chevaux. À 2 minutes par homme, c'est 4 minutes. Mousqueton en perdra 1, c'est 5. Pendant ces 5 minutes-là, vous pouvez avoir fait un quart de lieue. » Aramis mangea rapidement un morceau, but un verre de vin et changea d'habit. « Maintenant, dit-il, je me rends chez sa grandeur. Chargez-vous de préparer les armes, Porthos. Surveillez bien votre bourreau, D'Artagnan. Soyez tranquille. Grimaud a relevé Mousqueton, et il a le pied dessus. N'importe, redoublez de surveillance et ne demeurez pas un instant inactif. Inactif, mon cher, demandez à Porthos. Je ne vis pas, je suis sans cesse sur mes jambes. J'ai l'air d'un danseur. Mordiou, que j'aime la France en ce moment, et qu'il est bon d'avoir une patrie à soi, quand on est si mal dans celle des autres. Aramis les quitta comme il avait quitté Athos, c'est-à-dire en les embrassant. Puis il se rendit chez l'évêque Juxon, auquel il transmit sa requête. Juxon consentit d'autant plus facilement à emmener Aramis qu'il avait déjà prévenu qu'il aurait besoin d'un prêtre, au cas certain où le roi voudrait communier et surtout au cas probable où le roi désirerait entendre une messe. Vêtu comme Aramis l'était la veille, l'évêque monta dans sa voiture. Aramis, plus déguisé encore par sa pâleur et sa tristesse que par son costume de diacre, monta près de lui. La voiture s'arrêta à la porte de Whitehall. Il était 9 heures du matin à peu près. Rien ne semblait changer. Les antichambres et les corridors, comme la veille, étaient pleins de gardes. 2 sentinelles veillaient à la porte du roi,
2 autres se promenaient devant le balcon sur la plateforme de l'échafaud, où le billot était déjà posé. Le roi était plein d'espérance. En revoyant Aramis, cette espérance se changea en joie. Il embrassa Juxon, il serra la main d'Aramis. L'évêque affecta de parler haut et devant tout le monde de leur entrevue de la veille. Le roi lui répondit que les paroles qu'il lui avait dites dans cette entrevue avaient porté leurs fruits et qu'il désirait encore un entretien pareil. Juxon se retourna vers les assistants et les pria de le laisser seul avec le roi. Tout le monde se retira. Dès que la porte se fut refermée, « Sire, dit Aramis avec rapidité, vous êtes sauvé. Le bourreau de Londres a disparu. Son aide s'est cassé la cuisse hier, sous les fenêtres de votre majesté. Ce cri que nous avons entendu, c'était le sien. Sans doute, on s'est déjà aperçu de la disparition de l'exécuteur, mais il n'y a de bourreau qu'à Bristol, et il faut le temps de l'aller chercher. Nous avons donc au moins jusqu'à demain. » « Mais le comte de la Fère ? Demanda le roi. « À 2 pieds de vous, sire. Prenez le poker du brasier et frappez 3 coups. Vous allez l'entendre vous répondre. » Le roi, d'une main tremblante, prit l'instrument et frappa 3 coups à intervalles égaux. Aussitôt, des coups sourds et ménagers, répondant au signal donné, retentirent sous le parquet. « Ainsi, dit le roi, celui qui me répond là est le comte de la Fère, sire, dit Aramis. Il prépare la voie par laquelle votre majesté pourra fuir. Paris, de son côté, soulèvera cette dalle de marbre et un passage sera tout ouvert. »« Mais, dit Paris, je n'ai aucun instrument. »« Prenez ce poignard, dit Aramis. Seulement, prenez garde de le trop émousser, car vous pourrez bien en avoir besoin pour creuser autre chose que la pierre. »« Oh, Juxon, dit Charles, se retournant vers l'évêque en lui prenant les 2 mains. « Juxon, retenez la prière de celui qui fut votre roi. »« Qu'il est encore et qu'il le sera toujours, dit Juxon en baisant la main du prince. »« Priez toute votre vie pour ce gentilhomme que vous voyez, pour cet autre que vous entendez sous nos pieds, pour 2 autres encore qui, quelque part qu'ils soient, veillent, j'en suis sûr, à mon salut. »« Sire, répondit Juxon, vous serez obéi. Chaque jour, il y aura, tant que je vivrai, une prière offerte à Dieu pour ces fidèles amis de votre majesté. » Le mineur continua quelque temps encore son travail qu'on sentait incessamment se rapprocher. Mais tout à coup, un bruit inattendu retentit dans la galerie. Aramis saisit le poker et donna le signal de l'interruption. Ce bruit se rapprochait. C'était celui d'un certain nombre de pas égaux et réguliers. Les 4 hommes restèrent immobiles. Tous les yeux se fixèrent sur la porte, qui s'ouvrit lentement et avec une sorte de solennité. Des gardes étaient formés en haie dans la chambre qui précédait celle du roi. Un commissaire du Parlement, vêtu de noir et plein d'une gravité de mauvais augure, entra, salua le roi et, déployant un parchemin, lui lut son arrêt comme on a l'habitude de le faire aux condamnés qui vont marcher à l'échafaud. « Que signifie cela ?» demanda Aramis à Juxon. Juxon fit un signe qui voulait dire qu'il était en tout point aussi ignorant que lui. « C'est donc pour aujourd'hui ?» demanda le roi, avec une émotion perceptible seulement pour Juxon et Aramis. « N'étiez-vous point prévenu, sire, que c'était pour ce matin ?» répondit l'homme vêtu de noir. « Et, dit le roi, je dois périr comme un criminel ordinaire, de la main du bourreau de Londres ? » « Le bourreau de Londres a disparu, sire, » dit le commissaire du Parlement. « Mais à sa place, un homme s'est offert. L'exécution ne sera donc retardée que du temps seulement que vous demanderez pour mettre ordre à vos affaires temporelles et spirituelles. » Une légère sueur qui perla à la racine des cheveux de Charles fut la seule trace d'émotion qu'il donna en apprenant cette nouvelle. Mais Aramis devint livide. Son cœur ne battait plus. Il ferma les yeux et appuya sa main sur une table. En voyant cette profonde douleur, Charles parut oublier la sienne. Il alla à lui prit la main et l'embrassa. « Allons, ami, dit-il, avec un doux et triste sourire. Du courage. » Puis, se retournant vers le commissaire, « Monsieur, dit-il, je suis prêt. Vous le voyez,
Je ne désire que deux choses, qui ne vous retarderont pas beaucoup, je crois. La première, de communier. La seconde, d'embrasser mes enfants et de leur dire adieu pour la dernière fois. Cela me sera-t-il permis? Oui, sire, répondit le commissaire du Parlement. Et il sortit. Aramis, rappelé à lui, s'enfonçait les ongles dans la chair. Un immense gémissement sortit de sa poitrine. « Oh, monseigneur !» s'écria-t-il en saisissant les mains de Juxon. « Où est Dieu? Où est Dieu ?» « Mon fils, dit avec fermeté l'évêque, vous ne le voyez point, parce que les passions de la terre le cachent. »« Mon enfant, dit le roi à Aramis, ne te désole pas ainsi. Tu demandes ce que fait Dieu. Dieu regarde ton dévouement et mon martyre. Et, crois-moi, l'un et l'autre auront leur récompense. Prends-t'en donc de ce qui arrive aux hommes. Et non à Dieu. Ce sont les hommes qui me font mourir. Ce sont les hommes qui te font pleurer. »« Oui, sire, dit Aramis, oui, vous avez raison. C'est aux hommes qu'il faut que je m'en prenne, et c'est à eux que je m'en prendrai. »« Asseyez-vous, Juxon, dit le roi en tombant à genoux, car il vous reste à m'entendre, et il me reste à me confesser. »« Restez, monsieur, dit-il à Aramis qui faisait un mouvement pour se retirer. « Restez, Paris. Je n'ai rien à dire, même dans le secret de la pénitence, qui ne puisse se dire en face de tous. Restez, et je n'ai qu'un regret. C'est que le monde entier ne puisse pas m'entendre comme vous et avec vous. » Juxon s'assit, et le roi, agenouillé devant lui, comme le plus humble des fidèles, commença sa confession. Chapitre 71. Remember. La confession royale achevée, Charles communia, puis il demanda à voir ses enfants. 10 heures sonnaient. Comme l'avait dit le roi, ce n'était donc pas un grand retard. Cependant, le peuple était déjà prêt. Il savait que 10 heures était le moment fixé pour l'exécution. Il s'entassait dans les rues adjacentes au palais, et le roi commençait à distinguer ce bruit lointain que font la foule et la mer, quand l'une est agitée par ses passions, l'autre par ses tempêtes. Les enfants du roi arrivèrent. C'était d'abord la princesse Charlotte, puis le duc de Gloucester, c'est-à-dire une petite fille blonde, belle et les yeux mouillés de larmes, puis un jeune garçon de 8 à 9 ans, dont l'œil sec et la lèvre dédaigneusement relevée accusaient la fierté naissante. L'enfant avait pleuré toute la nuit, mais devant tout ce monde, il ne pleurait pas. Charles sentit son cœur se fondre à l'aspect de ces deux enfants qu'il n'avait pas vus depuis 2 ans, et qu'il ne revoyait qu'au moment de mourir. Une larme vint à ses yeux, et il se retourna pour l'essuyer, car il voulait être fort devant ceux à qui il léguait un si lourd héritage de souffrance et de malheur. Il parla à la jeune fille d'abord. L'attirant à lui, il lui recommanda la piété, la résignation et l'amour filial. Puis, passant de l'un à l'autre, il prit le jeune duc de Gloucester et, l'asseyant sur son genou pour qu'à la fois il pût le presser sur son cœur et baiser son visage. « Mon fils, lui dit-il, vous avez vu par les rues et dans les antichambres beaucoup de gens en venant ici. Ces gens vont couper la tête à votre père. Ne l'oubliez jamais. Peut-être un jour, vous voyant près d'eux et vous ayant en leur pouvoir, voudront-ils vous faire roi à l'exclusion du prince de Galles ou du duc d'York, vos frères aînés, qui sont l'un en France, l'autre je ne sais où. Mais vous n'êtes pas le roi, mon fils, et vous ne pouvez le devenir que par leur mort. Jurez-moi donc de ne pas vous laisser mettre la couronne sur la tête, que vous n'ayez légitimement droit à cette couronne. Car un jour, écoutez bien, mon fils, si vous faisiez cela, tête et couronne, ils abattraient tout, et ce jour-là, vous ne pourriez mourir calme et sans remords, comme je meurs. Jurez, mon fils. » L'enfant étendit sa petite main dans celle de son père et dit « Sire, je jure à votre majesté. » Charles l'interrompit. « Henri, dit-il, appelle-moi ton père. »« Mon père, reprit l'enfant, je vous jure qu'ils me tueront avant de me faire roi.
Bien, mon fils, dit Charles. Maintenant, embrassez-moi, et vous aussi, Charlotte, et ne m'oubliez point. Oh non, jamais, jamais, s'écrièrent les deux enfants en lançant leurs bras au cou du roi. Adieu, dit Charles, adieu, mes enfants. Emmenez-les, Juxon. Leurs larmes m'ôteraient le courage de mourir. Juxon arracha les pauvres enfants des bras de leur père et les remit à ceux qui les avaient amenés. Derrière eux, les portes s'ouvrirent, et tout le monde put entrer. Le roi, se voyant seul au milieu de la foule des gardes et des curieux qui commençaient à envahir la chambre, se rappela que le comte de la Fère était là bien près, sous le parquet de l'appartement, ne le pouvant voir et espérant peut-être toujours. Il tremblait que le moindre bruit ne semblât un signal pour Athos, et que celui-ci, en se remettant au travail, ne se trahît lui-même. Il affecta donc l'immobilité et contint par son exemple tous les assistants dans le repos. Le roi ne se trompait point. Athos était réellement sous ses pieds. Il écoutait, il se désespérait de ne pas entendre le signal. Il commençait parfois, dans son impatience, à déchiqueter de nouveau la pierre, mais, craignant d'être entendu, il s'arrêtait aussitôt. Cette horrible inaction dura 2 heures. Un silence de mort régnait dans la chambre royale. Alors, Athos se décida à chercher la cause de cette sombre et muette tranquillité que troublait seule l'immense rumeur de la foule. Il entr'ouvrit la tenture qui cachait le trou de la crevasse et descendit sur le premier étage de l'échafaud. Au-dessus de sa tête, à 4 pouces à peine, était le plancher qui s'étendait au niveau de la plate-forme et qui faisait l'échafaud. Ce bruit qu'il n'avait entendu que sourdement jusque-là, et qui dès lors parvint à lui, sombre et menaçant, le fit bondir de terreur. Il alla jusqu'au bord de l'échafaud, entr'ouvrit le drap noir à la hauteur de son œil, et vit les cavaliers acculés à la terrible machine. Au-delà des cavaliers, une rangée de pertuisaniers, au-delà des pertuisaniers, des mousquetaires, et au-delà des mousquetaires, les premières files du peuple, qui, pareil à un sombre océan, bouillonnait et mugissait. Qu'est-il donc arrivé ? Se demanda Athos, plus tremblant que le drap dont il froissait les plis. Le peuple se presse, les soldats sont sous les armes, et parmi les spectateurs, qui tous ont les yeux fixés sur la fenêtre, j'aperçois d'Artagnan. Qu'attend-il ? Que regarde-t-il ? Grand Dieu, aurait-il laissé échapper le bourreau ? Tout à coup, le tambour roula sourd et funèbre sur la place. Un bruit de pas pesants et prolongés retentit au-dessus de sa tête. Il lui sembla que quelque chose de pareil à une procession immense foulait les parquets de Whitehall. Bientôt, il entendit craquer les planches mêmes de l'échafaud. Il jeta un dernier regard sur la place, et l'attitude des spectateurs lui apprit ce qu'une dernière espérance restée au fond de son cœur l'empêchait encore de deviner. Le murmure de la place avait cessé entièrement. Tous les yeux étaient fixés sur la fenêtre de Whitehall, les bouches entr'ouvertes, et les haleines suspendues indiquaient l'attente de quelque terrible spectacle. Ce bruit de pas que, de la place qu'il occupait, alors sous le parquet de l'appartement du roi, Athos avait entendu au-dessus de sa tête, se reproduisit sur l'échafaud, qui plia sous le poids, de façon à ce que les planches touchèrent presque la tête du malheureux gentilhomme. C'étaient évidemment 2 files de soldats qui prenaient leur place. Au même instant, une voix bien connue du gentilhomme, une noble voix, prononça ces paroles au-dessus de sa tête. « Monsieur le colonel, je désire parler au peuple. » Athos frissonna des pieds à la tête. C'était bien le roi qui parlait sur l'échafaud. En effet, après avoir bu quelques gouttes de vin et rompu un pain, Charles, las d'attendre la mort, s'était tout à coup décidé à aller au-devant d'elle et avait donné le signal de la marche. Alors, on avait ouvert à 2 battants la fenêtre donnant sur la place, et du fond de la vaste chambre, le peuple avait pu voir s'avancer silencieusement d'abord un homme masqué, qu'à la hache qu'il tenait à la main, il avait reconnu pour le bourreau. Cet homme s'était approché du billot et y avait déposé sa hache.
C'était le premier bruit qu'Athos avait entendu. Puis, derrière cet homme pâle sans doute, mais calme et marchant d'un pas ferme, Charles Stuart, lequel s'avançait entre deux prêtres suivis de quelques officiers supérieurs chargés de présider à l'exécution et escortés de 2 files de pertuisaniers qui se rangèrent aux 2 côtés de l'échafaud. La vue de l'homme masqué avait provoqué une longue rumeur. Chacun était plein de curiosité pour savoir quel était ce bourreau inconnu qui s'était présenté si à point pour que le terrible spectacle promis au peuple pût avoir lieu, quand le peuple avait cru que ce spectacle était remis au lendemain. Chacun l'avait donc dévoré des yeux, mais tout ce qu'on avait pu voir, c'est que c'était un homme de moyenne taille, vêtu tout en noir, et qui paraissait déjà d'un certain âge, car l'extrémité d'une barbe grisonnante dépassait le bas du masque qui lui couvrait le visage. Mais à la vue du roi si calme, si noble, si digne, le silence s'était à l'instant même rétabli, de sorte que chacun put entendre le désir qu'il avait manifesté de parler au peuple. À cette demande, celui à qui elle était adressée avait sans doute répondu par un signe affirmatif, car d'une voix ferme et sonore, et qui vibra jusqu'au fond du cœur d'Athos, le roi commença de parler. Il expliquait sa conduite au peuple, et lui donnait des conseils pour le bien de l'Angleterre. « Oh !» se disait Athos en lui-même. « Est-il bien possible que j'entende ce que j'entends et que je vois ce que je vois ? Est-il bien possible que Dieu ait abandonné son représentant sur la terre à ce point qu'il le laisse mourir si misérablement ? Et moi qui ne l'ai pas vu, moi qui ne lui ai pas dit adieu !» Un bruit pareil à celui qu'aurait fait l'instrument de mort remué sur le billot se fit entendre. Le roi s'interrompit. « Ne touchez pas à la hache, dit-il. » Et il reprit son discours où il l'avait laissé. Le discours fini, un silence de glace s'établit sur la tête du comte. Il avait la main à son front, et entre sa main et son front ruisselaient des gouttes de sueur, quoique l'air fût glacé. Ce silence indiquait les derniers préparatifs. Le discours terminé, le roi avait promené sur la foule un regard plein de miséricorde, et détachant l'ordre qu'il portait, et qui était cette même plaque en diamant que la reine lui avait envoyée, il la remit au prêtre qui accompagnait Juxon. Puis il tira de sa poitrine une petite croix en diamant aussi. Celle-là, comme la plaque, venait de madame Henriette. « Monsieur, dit-il en s'adressant au prêtre qui accompagnait Juxon, je garderai cette croix dans ma main jusqu'au dernier moment. Vous me la reprendrez quand je serai mort. »« Oui, sire, » dit une voix qu'Athos reconnut pour celle d'Aramis. Alors Charles, qui jusque-là s'était tenu la tête couverte, prit son chapeau et le jeta près de lui. Puis, un à un, il défit tous les boutons de son pourpoint, se dévêtit et le jeta près de son chapeau. Alors, comme il faisait froid, il demanda sa robe de chambre qu'on lui donna. Tous ces préparatifs avaient été faits avec un calme effrayant. On eût dit que le roi allait se coucher dans son lit et non dans son cercueil. Enfin, relevant ses cheveux avec la main, « Vous gêneront-ils, monsieur ?» dit-il au bourreau. « En ce cas, on pourrait les retenir avec un cordon. » Charles accompagna ces paroles d'un regard qui semblait vouloir pénétrer sous le masque de l'inconnu. Ce regard si noble, si calme et si assuré força cet homme à détourner la tête. Mais derrière le regard profond du roi, il trouva le regard ardent d'Aramis. Le roi, voyant qu'il ne répondait pas, répéta sa question. « Il suffira, répondit l'homme d'une voix sourde, que vous les écartiez sur le cou. » Le roi sépara ses cheveux avec les 2 mains, et regardant le billot, « Ce billot est bien bas, dit-il. N'y en aurait-il point de plus élevé ? » « C'est le billot ordinaire, répondit l'homme masqué. « Croyez-vous me couper la tête d'un seul coup ? Demanda le roi. « Je l'espère,
répondit l'exécuteur. Il y avait dans ces deux mots, je l'espère, une si étrange intonation que tout le monde frissonna, excepté le roi. C'est bien, dit le roi. Et maintenant, bourreau, écoute. L'homme masqué fit un pas vers le roi et s'appuya sur sa hache. Je ne veux pas que tu me surprennes, lui dit Charles. Je m'agenouillerai pour prier, alors ne frappe pas encore. Et quand frapperai-je? Demanda l'homme masqué. Quand je poserai le cou sur le billot et que je tendrai les bras en disant « Remember ». Alors, frappe hardiment. L'homme masqué s'inclina légèrement. « Voici le moment de quitter le monde, dit le roi à ceux qui l'entouraient. Messieurs, je vous laisse au milieu de la tempête et vous précède dans cette patrie qui ne connaît pas d'orage. Adieu. » Il regarda Aramis et lui fit un signe de tête particulier. « Maintenant, continua-t-il, éloignez-vous et laissez-moi faire tout bas ma prière, je vous prie. Éloigne-toi aussi, dit-il à l'homme masqué. Ce n'est que pour un instant, et je sais que je t'appartiens. Mais souviens-toi de ne frapper qu'à mon signal. » Alors Charles s'agenouilla, fit le signe de la croix, approcha sa bouche des planches comme s'il eût voulu baiser la plate-forme, puis, s'appuyant d'une main sur le plancher et de l'autre sur le billot, « Comte de la Fère, dit-il en français. Êtes-vous là? Et puis-je parler? » Cette voix frappa droit au cœur d'Athos et le perça comme un fer glacé. « Oui, Majesté, » dit-il en tremblant. « Ami fidèle, cœur généreux, dit le roi, je n'ai pu être sauvé. Je ne devais pas l'être. Maintenant, dussé-je commettre un sacrilège, je te dirai. Oui, j'ai parlé aux hommes, j'ai parlé à Dieu, je te parle à toi, le dernier. Pour soutenir une cause que j'ai crue sacrée, j'ai perdu le trône de mes pères et diverti l'héritage de mes enfants. 1 million en or me reste. Je l'ai enterré dans les caves du château de Newcastle au moment où j'ai quitté cette ville. Cet argent, toi seul sais qu'il existe. Fais-en usage quand tu croiras qu'il en sera temps pour le plus grand bien de mon fils aîné. Et maintenant, comte de la Fère, dites-moi adieu. Adieu, Majesté sainte et martyre, balbutia Athos, glacé de terreur. Il se fit alors un instant de silence, pendant lequel il sembla à Athos que le roi se relevait et changeait de position. Puis, d'une voix pleine et sonore, de manière qu'on l'entendit non seulement sur l'échafaud, mais encore sur la place, « Remember » dit le roi. Il achevait à peine ce mot qu'un coup terrible ébranla le plancher de l'échafaud. La poussière s'échappa du drap et aveugla le malheureux gentilhomme. Puis soudain, comme par un mouvement machinal, il levait les yeux et la tête. Une goutte chaude tomba sur son front. Athos recula avec un frisson d'épouvante, et au même instant les gouttes se changèrent en une noire cascade qui rejaillit sur le plancher. Athos, tombé lui-même à genoux, demeura pendant quelques instants comme frappé de folie et d'impuissance. Bientôt, à son murmure décroissant, il s'aperçut que la foule s'éloignait. Il demeura encore un instant immobile, muet et consterné. Alors, se retournant, il alla tremper le bout de son mouchoir dans le sang du roi martyr. Puis, comme la foule s'éloignait de plus en plus, il descendit, fendit le drap et se glissa entre deux chevaux, se mêla au peuple dont il portait le vêtement et arriva le premier à la taverne. Monté à sa chambre, il se regarda dans une glace, vit son front marqué d'une large tache rouge, porta la main à son front, la retira pleine du sang du roi et s'évanouit.